Philippe Pierre, consultant et sociologue, interroge Evald Mutabazi, conseil en entreprise et professeur de sociologie à l'EM Lyon. Le sujet, l'Afrique et le poids de la culture dans les pratiques de management. À partir d'enquêtes terrain, il questionne l'existence de supposés modèles importés de gestion, de rapports différents au temps, à la circulation des biens matériels et des énergies sociales. Leur échange porte aussi sur la question des générations au travail et des apprentissages culturels quand on vit à l'étranger. Certaines logiques circulatoires étudiées en Afrique peuvent être utiles à l'heure d'une mondialisation que l'on présente trop souvent comme uniforme d'un point de vue culturel et incontournable d'un point de vue politique. Comment comprendre les différences culturelles? Comment comprendre mieux l'influence qu'exerce la culture sur les personnes? Il y a plusieurs approches, on le sait, Evald. Oui. Il y a une première approche qui est certainement un peu caricaturale, invite à cartographier des aires culturelles qui, de manière mécanique, et c'est là où le bât blesse, orienteraient les comportements des personnes. Il y a une autre orientation, certainement complémentaire, qui invite à revenir vers le passé pour infiniment mieux comprendre le présent. Et là encore se pose la question de la surdétermination. Est-ce qu'on agit comme des automates? Tu as travaillé beaucoup sur cette question des influences culturelles et tu as développé un modèle. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus justement sur ton regard? En quoi la culture influence? Ta question est très intéressante. Oui, très intéressante en effet, parce que pour moi, une culture se crée, se développe tout au long de l'histoire, dans un environnement donné et par une communauté humaine qui y habite. Donc elle sert normalement à plusieurs choses. La première, c'est la cohésion sociale au niveau des membres de cette communauté-là, ou des citoyens d'une région, ou des membres d'une entreprise. Normalement, ça devrait fonctionner également comme ça. Elle sert aussi à une chose, c'est de leur permettre justement de canaliser leurs efforts pour pouvoir répondre aux problèmes qui sont les leurs, pour pouvoir traiter leurs préoccupations, pour pouvoir vivre dans leur environnement. Donc ça, c'est une base qui est posée comme ça. Alors évidemment, vis-à-vis des approches que tu évoques, qui ont surtout cherché à cartographier les cultures nationales ou régionales, etc., moi je pense qu'on peut appréhender les choses différemment. C'est-à-dire en faisant le lien entre des cultures, ces cultures-là justement, et les pratiques d'organisation, de gestion de la vie sociale ou des entreprises. Moi, je me suis beaucoup intéressé à la question des liens entre les cultures et les modèles de gestion, parce que venant d'Afrique, évidemment, cette question était très prégnante et très présente pendant mes 20 premières années. Et oui, tu as dû avoir été en face de modèles de transfert qui se sont faits certainement de manière autoritaire et à la rate. Tu peux nous en dire plus? Alors, j'ai vu différentes choses. J'ai vu effectivement ces modèles importés sur place et qui ne marchaient pas du tout. J'en ai vu qui marchaient très peu, j'en ai vu qui n'ont jamais marché. Donc pourquoi? Et la question qui se posait à moi, c'était de dire au fond, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'en Afrique, les gens sont incapables d'apprendre à travailler de telle ou telle manière, à appliquer telle ou telle méthode importée sur place par les Occidentaux? Et donc finalement, au travers d'une longue recherche que j'ai menée dans plusieurs pays africains, je me suis aperçu qu'en fait, eh bien, il y avait de réelles différences culturelles entre les cultures, la plupart, je généralise encore une fois, je ne peux pas faire autrement évidemment, entre la plupart des cultures occidentales et des cultures africaines. Tout simplement parce que nous n'avons pas la même histoire, nous n'avons pas le même climat, nous n'avons pas, il y a toute une série de différences effectivement qui sont là, qui historiquement ont fait qu'on a forgé des croyances, des valeurs, des règles de vie en société différentes. Alors la gestion du temps, c'est vrai, alors que le temps c'est un indicateur très intéressant pour justement comprendre comment les gens vivent ce qu'ils mettent dans le temps en priorité. Hein. Et je pense que c'est plutôt la question des priorités, de ce que l'on met dans le temps, qui distingue les cultures occidentales et les cultures africaines. Chez nous, en Afrique, on dit que le temps ne se perd jamais, surtout quand on le passe avec des amis, avec des gens qu'on aime bien, avec des cousins, des gens de sa famille. Surtout quand on le passe avec une personne intéressante, on ne le perd pas. Hein. Et tu sais, ici, c'est quand même un peu le credo. Time is money. Et donc ça se perd. Deux conceptions du temps, ça rappelle les travaux d'Edward Thiaul, un anthropologue, qui nous invitait à penser une approche monochronique.
Tu disais le temps, c'est de l'argent, le temps s'attache au poignet, le temps est orienté. Et puis, tu peux revenir sur cette question de la perception du temps, certainement sociale en Afrique. Conception, alors, polychrone, c'est ça, Evald? En Afrique, il ne se perd pas. Pourquoi ils disent qu'il ne se perd pas? C'est parce qu'ils considèrent que d'abord, il faut l'investir dans le social, dans les liens sociaux. Ce qui n'est pas du tout antinomique d'ailleurs avec l'investissement qui en sera fait après dans la production, dans l'entreprise, etc. Ça veut dire que tout simplement, la manière dont il est investi, elle est ouverte. Elle n'est pas séquentielle, elle n'est pas fermée, comme on peut l'observer ici. C'est quand on a quelque chose à faire dans un temps donné, on ne fait que ça et on passe à la suite après, etc. Donc on est sur une approche complètement différente. L'autre différence que j'ai observée, c'est cette capacité des Africains à vivre plutôt dans le présent. On vit dans le présent et on le savoure, on l'apprécie, tant qu'on est, encore une fois, dans des conditions qui sont bien entendu agréables. Le temps présent est très important. Le passé existe aussi, bien sûr, et le futur également. Mais c'est quand même d'abord dans le présent que les choses se jouent. Donc, soigner la relation. Évidemment, on comprend pourquoi. Ils vont passer du temps dans le soin de la relation avant de passer aux affaires. En quelque sorte, on pourrait dire que la relation amicale précède la relation commerciale, mais qu'elle ne s'oppose pas du tout. Ce que j'ai observé en Afrique, que ce soit dans le nord, au sud, au centre de l'Afrique, c'est qu'effectivement, il y a cet attachement de l'individu, de chaque individu. D'ailleurs, le terme d'individu n'est pas souvent utilisé dans la plupart des langues africaines. Mais en tout cas, il y a cet attachement de l'individu à son groupe. Le groupe, il est intégré et il ne peut pas exister en quelque sorte s'il est exclu de ce groupe-là, de cette communauté. Et de ce fait, évidemment, pour vivre, il a besoin des autres, les autres ont besoin de lui. L'individu n'est pas immolé sur l'autel de la communauté comme on pourrait le penser en le regardant de l'extérieur. Bien au contraire, il bénéficie d'un ensemble de services réciproques. Ce qu'il donne à la communauté lui est rendu sous plusieurs formes. C'est par exemple quand il est malade et que ses voisins, sa famille s'occupent de lui. C'est par exemple quand il a une maison à construire et qu'il en appelle à ses voisins. C'est par exemple quand il a un problème, n'importe quel problème, et qu'il en appelle à ses amis, à ses voisins. Donc on est là dans la circulation de ce que j'appelle la circulation de l'énergie. C'est l'énergie, c'est la force physique. Par exemple, pour les paysans, on a un champ immense à cultiver, on va en appeler à ses collègues et dans une journée, le champ est terminé. Donc on se prête de l'énergie pour faire des choses qu'un seul individu n'aurait pas réalisées. Circulation de matériaux. Je prends le cas des tontines. Les tontines financières qui existent dans plusieurs pays africains où un groupe solidaire se met ensemble pour se prêter à tour de rôle une part de leurs revenus, qui permet à un d'entre eux de réaliser un projet qu'il n'aurait pas pu financer tout seul. On est dans la circulation des biens. Mais c'est la circulation des biens, c'est aussi les dons et les contre-dons qu'on en échange, notamment à l'intérieur de la famille ou dans le réseau des amis. Et ça entretient bien sûr la relation. Ça entretient la relation. Et les personnes circulent assez facilement en Afrique pour aller voir les gens de leur famille, les membres de leur famille, ou leur famille qui se trouvent très loin, dans un autre pays, dans une autre région. C'est la circulation des personnes, bien sûr. Ce qu'on peut appeler interassistance est en jeu tout le temps, en action tout le temps, en permanence. Tout simplement parce que la sécurité sociale, on n'a pas. Les assurances que nous avons utilisées, qui nous couvrent quand il y a des difficultés, on n'en a pas. Et donc la communauté sert à la fois de sécurité sociale, d'assurance, tous les services, en fait, on peut les avoir parce qu'on est membre d'une communauté. Alors c'est vrai que, du coup, quand on pose des choses comme ça, on comprend pourquoi le temps, il est prioritairement investi dans nos liens sociaux, dans les liens de solidarité, plutôt que directement dans l'affaire qu'on veut conclure ou qu'on veut signer. Voilà.
Circulation de pouvoir, c'est peut-être plus difficile à expliquer parce que, évidemment, l'actualité montre un peu le contraire. Nous avons des hommes politiques en Afrique qui restent des années et des années et qui ont du mal à laisser leur pouvoir, c'est vrai. Mais il faut savoir quand même que cela ne correspond pas forcément aux traditions qu'on pouvait observer dans différents pays en Afrique. Là, le pouvoir se partageait. Si on remonte aussi loin dans l'histoire, on s'aperçoit que plusieurs pays africains, la plupart des pays africains étaient composés plutôt de petits royaumes. Il y a des grands royaumes, mais même dans les grands, il y avait un partage de pouvoir entre je dirais, le chef suprême, le primus inter pares, et les autres, qui se retrouvaient pour échanger, pour discuter, et s'évaluer d'ailleurs, s'évaluer mutuellement. Et si celui qui est le premier, le supérieur, venait à défaillir par rapport à ses responsabilités, alors les autres pouvaient le destituer. Il n'y avait pas de position non plus à vie, de transmission héréditaire du pouvoir au niveau des clans. Dans ce que tu exposes, on donne, on reçoit, on attend de recevoir à nouveau, l'importance du social, l'importance des liens. Tu as évoqué un mot important aussi, je crois, c'est la réciprocité. C'est une dynamique de la reconnaissance que tu nous dessines avec ce modèle circulatoire. Absolument, c'est une dynamique très forte de la réciprocité, de la reconnaissance. C'est la réciprocité des droits et des devoirs. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de donner et d'attendre que l'autre me redonne. Ça se passera dans cet ensemble de réseaux, de liens sociaux, de liens familiaux. Si ce n'est pas moi qui reçois en retour, ça peut être mon enfant, mon arrière-petit-enfant. C'est dans la famille que ça se passe, en fait. Qui t'explique d'ailleurs les Maliens que tu vois à Paris, qui envoient de l'argent tous les mois, le peu d'argent qu'ils envoient pour aider leur village, c'est pas pour attendre que ça revienne directement à eux. Mais ça va permettre à cette famille de continuer à vivre dans l'environnement. Donc l'idée de reconnaissance d'office, l'individu est reconnu, la personne est reconnue d'office. Même tout petit déjà, le gamin qui naît, on va essayer de le reconnaître, ses qualités, ce qu'il a de particulier, ce qu'il a de spécifique. Dans plusieurs pays africains, on va d'ailleurs lui donner un nom après en avoir observé justement les réactions de tempérament. Donc la reconnaissance d'un individu tel qu'il est. Et avant, et bien entendu, c'est à partir de ça qu'on attendra qu'ils viennent participer, contribuer à la vie et au développement de sa communauté. Est-ce que je t'entends bien si je comprends que l'individu n'est en rien dilué complètement dans un lignage familial, mais qu'on part de lui, on l'observe et on l'inscrit dans un collectif plus large? Et il a pour mission de contribuer à ce collectif-là. La façon dont il contribue, la façon dont il se comporte, bien sûr, est sanctionnée. D'une manière ou d'une autre, y compris d'ailleurs quand on a un poste à responsabilité. Les sanctions du groupe peuvent être beaucoup plus draconiennes que celles d'un individu qui serait notre chef. Et donc on est dans un système où on reconnaît, où on a des critères de reconnaissance. Évidemment, dans une tontine, pareil, pour reprendre le cas de la tontine qui est facile à expliquer, eh bien, dans une tontine, si une personne ne respecte pas son tour, le délai dans lequel il doit apporter sa contribution, qu'elle soit financière ou physique, pour parler des tontines des champs, eh bien, cette personne-là va être sanctionnée par les autres. Donc, on le reconnaît, on sait qu'il est là, on sait ce dont il est capable. Si une personne a un problème, le collectif en question, tontinier ou autre, va décider évidemment de passer le tour à la personne pour l'aider de l'en sortir. Donc, on est bien dans un système où la réciprocité ne peut fonctionner que quand il y a reconnaissance. Circulation des biens, circulation de l'énergie sociale, circulation des personnes. Tu nous invites à penser ces échanges, ces mouvements, et tu parles de modèle circulatoire. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce modèle pour les organisations qui s'implantent en Afrique ou qui y sont déjà? Question intéressante, très intéressante en effet, parce que quand j'ai essayé de voir justement les différences, les points communs entre les cultures africaines et les cultures occidentales, il y a un certain nombre de choses qui m'ont frappé. La première, c'est effectivement que d'un côté, dans la plupart des civilisations occidentales, c'est vraiment le principe de rationalité qui est très fort. Tout est rationalisé. Le temps est découpé.
jusqu'au millième de seconde, ce qui pour un Africain est complètement impensable. Il est découpé, le temps, les tâches sont découpées, les fonctions sont découpées, tout est découpé, en tranches même si j'ose exagérer. Et donc cette capacité à découper les choses s'est mise en place parce que j'imagine, j'y étais pas, mais tel que je comprends en lisant certaines choses sur la civilisation occidentale, il fallait maîtriser l'environnement. Il fallait l'exploiter, il fallait en tirer le maximum de profit, et donc il fallait bien s'organiser. Quand on regarde en face, modèle circulatoire, on a plutôt la relationnalité. Au lieu de mettre l'accent sur la rationalité pure et matérielle, on a mis l'accent sur la relationnalité. L'idée ici étant quoi? Qu'un individu doit s'intégrer dans sa famille, donc gérer les relations, les réseaux de relations familiales d'abord, et donc les relations avec les autres clans, avec les amis, et réussir ensemble à s'insérer dans l'environnement plutôt que de chercher à l'exploiter un maximum. Donc on est sur déjà une première opposition sur laquelle, me semble-t-il, en tout cas, les entreprises occidentales peuvent aussi apprendre. Pourquoi? Regardez la problématique de l'environnement dans laquelle nous sommes aujourd'hui en Occident. Moi, j'ai la chance de connaître les deux systèmes. On pourrait imaginer qu'une entreprise occidentale, évidemment, s'inspire de cette relationnalité, de son besoin finalement humain d'avoir des liens sociaux pour gérer autrement le temps. Mettre en place, par exemple, des fonctions, des postes sur lesquels les gens se complètent et ne peuvent se compléter de façon performante et qu'ils le font dans le bon entendement. Donc une entreprise occidentale pourrait tirer parti de ça. Ça, je pense. Et surtout, c'est implanté en Afrique. Alors là, je te donnerai toute une série de cas où, parce qu'elle a pris en compte justement de la mentalité et des systèmes de valeurs africaines, a pu faire du profit. Il y en a plusieurs. J'en arrive à la dernière dimension qui m'a frappé aussi en faisant cette approche comparative. C'est la façon de se situer justement vis-à-vis de l'incertain, de l'avenir, de la vie, de la mort. La conception de la mort, la conception de la vie me semble totalement différente. La conception de la mort, ici, nous amènerait à, encore une fois, amener la plupart des civilisations occidentales à chercher à maîtriser justement, à développer toute une série de connaissances pour maîtriser tout ce qui est incertain et ce qui se va arriver ou pas demain. Alors on a la planification, on a la médecine qui est très développée, on a toute une série d'appareillages, bien sûr, grâce auxquels on peut se soigner, grâce auxquels on peut bien vivre. C'est vrai. Mais à côté de ça, on a aussi, bien sûr, cette dépendance vis-à-vis de ces technologies-là, de ces soins-là, et quelquefois même avec des excès. De l'autre côté, on a quoi? On a ce qui est souvent vu comme du fatalisme. Quelquefois, c'est vrai, il y a certains fatalismes, mais bon, à la limite, il existe aussi en Occident. Mais quand même, cette espèce d'acceptation, plus d'acceptation de ce qui est incertain. Et du coup, me semble-t-il en tout cas, la circulation des personnes, l'Occident la pratique déjà avec la mobilité internationale des cadres. On pourrait la pratiquer sans doute autrement, en mettant en place, et mieux, avec davantage d'efficacité, en mettant en place justement des connexions, en travaillant aussi cette question des liens. Ça, c'est certain que ça ne peut qu'être bénéfique pour les équipes et pour les entreprises. Donc s'appuyer sur les liens pour gérer la circulation des personnes au niveau national, international, au niveau des activités. On pourrait s'inspirer aussi de l'Afrique, et un point que je n'ai pas développé tout à l'heure, pour remettre en place une gestion des rapports entre les générations dans laquelle, finalement, les plus anciens, les plus expérimentés, transmettent avec respect et dans un respect mutuel, dans une reconnaissance mutuelle, transmettent aux jeunes leur expérience. J'ai l'impression que ce n'est pas toujours le cas dans les organisations que j'observe ici. J'ai l'impression que quand on est vieux, on est has-been, c'est terminé, on n'intéresse plus personne. Quand on est jeune, alors c'est les jeunes qui sont fous, qui n'ont pas de raison. Et cesser un peu cette opposition des générations, ça ne peut passer que par la pensée de la reconnaissance et la réciprocité entre les deux générations. Et là, l'idée du modèle circulatoire est intéressante pour ça. Après tout, ces jeunes d'aujourd'hui sont des vieux de demain,
Et là encore, on peut s'inspirer de cette conception africaine dans laquelle finalement, plus on est âgé et plus on est proche de la mort et plus on est proche des divinités et plus on a de l'expérience que l'on peut transmettre. Donc c'est une autre façon de concevoir la vie aussi et la vieillesse également, qui peut être intéressante à utiliser en Occident. Oui, cela dit, loin de moi l'idée d'opposer l'Afrique et l'Occident et les cultures africaines aux cultures occidentales. Pourquoi? Tout simplement parce que et l'Afrique et l'Occident sont dans un monde globalisé, que l'Afrique n'est plus un terrain réservé à ces anciens pays colonisateurs, qu'il y a aujourd'hui des Chinois, des Australiens, des ex-pays communistes de l'Europe qui sont aussi là, et que du coup, on est amené à s'interroger beaucoup plus largement sur cette rencontre des cultures, des mentalités, des façons de s'organiser, des façons de gérer. L'Afrique, elle a aujourd'hui une opportunité aussi de pouvoir enfin comparer les apports des continents, du continent européen, par exemple, avec ceux des autres continents. C'est une chance, c'est la saisir et justement apprendre aussi de ces apports nouveaux, mais aussi apprendre de son histoire. Tu parles de modèle circulatoire, tu nous invites à penser les effets culturels sur un plan continental. Est-ce qu'un jeune Marocain diplômé d'une école de commerce française et qui viendrait prendre des positions à Rabat ou à Casa aurait la même influence du modèle circulatoire qu'une jeune femme dans un milieu agraire au Mali? Est-ce qu'on peut appliquer le modèle? Pour comprendre le comportement des deux individus. Oui. C'est bien ça la question. C'est difficile d'en parler s'agissant de deux personnes. Parce que tout dépend, ça tu le sais bien Philippe, quand on a une expérience de l'étranger, eh bien on en ramène des choses. On ne revient pas totalement vierge, je dirais, de la culture dans laquelle on a plongé pendant un certain nombre d'années. Donc il est évident que le Marocain qui a fait des études en Occident ou ailleurs, il a été marqué aussi par ça. Maintenant, a-t-il oublié les traditions? Cette valeur de l'honneur, par exemple, qui est très importante au Maroc, comme tu le sais bien. A-t-il oublié la famille, qui est très importante au Maroc comme au Mali? A-t-il oublié un certain nombre de traditions dans lesquelles il a été bercé? Je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Il me semble même qu'il est mieux capable de les apprécier, parce qu'il en est sorti. Et donc, il me semble qu'entre la Malienne dont tu parles et le Marocain, il peut y avoir des choses, il y a certainement des choses communes, mais il y a aussi des différences. Tu nous invites à sortir d'une opposition binaire, encore une fois, entre tradition et modernité. Absolument. Et tu nous invites aussi peut-être à penser les effets, alors tu parlais de communauté, de famille, sur le comportement de cette personne, prenons le cas de ce jeune Marocain diplômé, dans les pays à l'étranger où il opère. La mobilité existe également en Afrique, et ça depuis longtemps d'ailleurs, c'est quasi traditionnel. Mobilité parce qu'il fallait aller chercher du travail dans d'autres pays, mobilité parce qu'il fallait fuir un conflit, une guerre, une épidémie, mobilité aussi parce que certains peuples d'Afrique sont des mobiles, c'est des nomades, du fait même de leur métier. Et du coup, j'ai l'impression que là aussi, il y a une expérience de la mobilité, de l'interculturalité qui s'est mise en place, l'apprentissage des autres, la découverte des autres langues, des autres cultures africaines aussi, bien sûr, si on vient d'un pays du centre et qu'on va au nord ou au sud. Et donc, pour répondre à ta question, je pense que quand on part de sa culture et qu'on vit dans une autre, on apprend. On apprend d'abord et avant tout à mieux connaître la sienne. Et on devient même capable de mieux la révéler, de mieux l'expliquer aux autres. On apprend aussi à découvrir qu'elle n'est pas parfaite, qu'elle a ses points forts, mais aussi ses points faibles par rapport à la culture nouvelle que nous découvrons. On va donc apprendre à mieux l'apprécier. Et la dernière étape pour moi, la plus importante, étant quand on est capable justement de s'appuyer à la fois sur sa culture d'origine, sur sa culture d'accueil,
pour décider, pour faire un certain nombre de choses, pour vivre dans la vie, pour investir son énergie ou son argent dans telle ou telle affaire. Là, ça devient intéressant. Ça veut dire quoi pour moi, pour revenir, le reboucler avec ta question du Marocain et de la Malienne? Ça veut dire qu'une personne, pour moi, est capable de jouer avec ses cultures, de composer, de combiner, de dépasser en fait la comparaison binaire pour arriver à l'utilisation volontaire et consciente de ce qui est bon dans telle ou telle culture et par opposition à telle autre. Là-dessus, on a travaillé ensemble sur ce qu'on appelle les stratégies de l'identité. Tu parlais du jeu, encore faut-il en avoir les ressources, les capacités, et souvent les personnes n'ont pas ces capacités, elles sont mises à l'écart. C'est clair que les ressources ne sont pas égales, hein. Les individus ne sont pas égaux, et cela d'autant plus qu'effectivement ça dépend de l'histoire de chacun. Ça dépend aussi du cadre dans lequel il a pu apprendre à s'enrichir de l'autre culture. Et comme tu le sais bien Philippe, être capable de révéler, d'expliquer aux autres sa culture, ses valeurs, ce qui est important pour soi, c'est pas une affaire très simple, hein. Ça demande du temps. Tu disais tout à l'heure que peut-être que l'expérience à l'étranger est au moins aussi importante parce qu'elle permet, bien sûr, d'avoir accès à la culture ou aux cultures des autres, mais également, tu disais, ça permet de mieux se connaître soi et de peser en quelque sorte les effets de contraste sur ce que l'on pensait de sa culture et on se découvre un peu nouveau. C'est bien ça? Oui, on se découvre nouveau. Je dirais même qu'on apprécie mieux justement ce qui est bon dans sa propre culture et on sait bien sûr le mettre en valeur et on peut le faire d'autant qu'on le fait consciemment. Et donc c'est vrai que quand tu parles des ressources, ça fait partie des ressources. Ça. Pour moi, ça c'est la ressource principale, c'est d'en arriver à un niveau de maturité, de prise de conscience des effets ou de l'influence de ces différentes cultures dans lesquelles on navigue, qu'on en est capable justement de jouer avec, hein. Quand je parlais de jouer avec, c'est un jeu sérieux, hein. C'est un jeu dans lequel on fait des choix. C'est un jeu dans lequel on sait qu'on peut prendre des risques et qu'on peut les gérer justement parce qu'on est conscient de ce que l'on peut produire dans l'autre culture, dans celle qui n'est pas la nôtre. C'est un jeu compliqué. Penser les effets culturels au travail, c'est donc penser ensemble les effets de culture, les effets même de structure inconscients qui nous amènent à agir comme. C'est penser aussi, et tu évoquais tout à l'heure, ce cadre marocain et cette jeune femme malienne, c'est penser la liberté de choix de chacun, mais toujours limitée. Bien sûr. Et puis, je sais que c'est un troisième pôle du triangle qui te tient à cœur, culture, acteur. Quand on évoque ensemble les relations interculturelles, il y a l'imprévisibilité, il y a l'inattendu. Il y a le fait qu'on attend d'une certaine personne un certain nombre de réactions stéréotypées, et que la personne cache, manipule, en quelque sorte, elle nous file sous les doigts, c'est bien ça? Eh oui, la personne peut choisir de réagir d'une autre manière, en effet, parce qu'elle a plusieurs possibilités. Elle a plusieurs possibilités de choix, de comportement, en quelque sorte. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sait pas qui elle est, mais elle fait consciemment le choix de, par exemple, de gérer le temps différemment de la manière dont elle le gérerait en Afrique. De la même façon que si elle va en Afrique, elle va le gérer à l'africaine, mais en le sachant, en le voulant. C'est de faire des choix conscients, liés au contexte dans lequel on est, aux problèmes que l'on a traités, aux projets que l'on a réalisés et aux partenaires avec lesquels nous sommes. Tu me parlais souvent, toi, de ces cadres nigériens qui, le soir, se mettaient un boubou pour justement se rappeler, en quelque sorte, et pour afficher, pour montrer leur propre culture d'origine, alors que le jour, ils avaient été déguisés en cravate, comme nous. Et ils partageaient une conception commune du temps, ayant le souci d'être à l'heure, de respecter un ordre du jour et de tirer un certain nombre de conclusions. Dans ta propre expérience, cette question de la montre au poignet, elle t'a marqué. Tu me disais que tu t'attachais non seulement à être à l'heure, mais bien souvent à être en avance, c'est bien ça? C'était le jeu que j'avais mis en place quand je suis arrivé en Occident, premières années, de régler ma montre en avance pour ne jamais, justement, prêter le flanc
à ceux qui croyaient qu'un Africain ne serait jamais capable de respecter les délais ou d'être à l'heure. Et j'ai appris comme ça, au fur et à mesure, à utiliser le temps occidental, tout en étant aussi capable de l'utiliser à l'africaine, puisque quand je pars en vacances, par exemple, je n'ai pas de montre. Ça évoque la question des chaînes de discrimination. Hein. Le regard qu'on porte sur toi, tiens, il est originaire de tel pays, il va donc se comporter comme tel. Et là, en quelque sorte, tu as joué avec ce stéréotype, c'est ça? Il faut jouer avec le stéréotype. En quelque sorte, la meilleure façon de changer le système, c'est d'en inventer un autre, mais de l'inventer vraiment. C'est d'en inventer un autre avec les autres. Et sans pour autant, d'ailleurs, jeter tout du précédent. Parce que tout n'est pas forcément mauvais. Je pense, moi, très personnellement, qu'on ne peut pas opposer tradition et modernité. Il y a un lien, il y a une continuité. S'agissant des échanges et des rapports entre l'Afrique et l'Occident, ma conviction profonde est qu'il faut sortir de la culpabilisation mutuelle et s'ouvrir sur les possibilités d'échange et d'apport et d'apprentissage réciproque. L'Afrique peut toujours apprendre de l'Occident, mais l'Occident aussi peut apprendre de l'Afrique. Ça me paraît important de penser comme ça aujourd'hui. C'est ainsi que se mettront en place les nouveaux partenariats, les vrais partenariats, dans lesquels chacun pourrait être responsabilisé, assumer son entreprise et l'assumer dans le bon entendement et dans l'intérêt bien compris.